On vous a très peu vu dans les médias alors que vous venez d'annoncer le lancement de votre école, donc l'ICEP. Pourquoi avoir ciblé à ce point vos sorties presse et pourquoi avoir choisi finalement de parler à très peu de médias? Je crois que de toute façon c'est un comportement auquel je me suis tenue durant l'intégralité de mon mandat, hein. J'ai jamais été dans une frénésie médiatique, j'ai toujours fait le choix d'aller sur des médias que je considérais comme sérieux, et lorsque j'avais quelque chose de précis à dire, il s'avère que là j'ai pas voulu m'éparpiller, j'ai voulu aller sur les causes, les objectifs de la création de cette école, sur le constat qu'on peut faire aujourd'hui sur l'éducation, en quoi cette offre est nécessaire et utile pour les étudiants français, et je ne voulais surtout pas me retrouver dans une situation qui m'aurait conduit de nouveau à faire de la politique politicienne avec des commentaires pas très intéressants, et c'est pourquoi j'ai choisi un certain nombre de formats, un certain nombre de journalistes, et que je m'y tiens avec, c'est vrai, l'appui solide maintenant des réseaux sociaux qui nous permettent d'avancer efficacement. Justement, à propos du lancement de l'ICEP, le fait que vous n'apparaissiez pas dans les médias, ça n'a pas empêché les médias d'en parler. Il y a eu notamment beaucoup de battage autour des noms des personnalités qui composent l'ICEP, notamment Patrick Louis, et qui on a accusé d'être un ancien membre du Front National, entre ceux qui venaient du MPF de Villiers. En fait, finalement, est-ce que vous n'avez pas tenté de recréer une sorte de parti politique au sein de l'ICEP? Non, mais ce qui est assez amusant en ce qui concerne Patrick Louis, c'est qu'il a été en effet membre du MPF, il a été sur une liste RPR dans les années 90 aux élections européennes. Il n'a plus d'engagement d'ailleurs politique depuis. Oui, il y a eu une mauvaise foi tout à fait habituelle sur l'école. Quand même à relever qu'ils n'ont pas trouvé beaucoup de choses à dire, hein, parce qu'ils se sont arc-boutés sur 2-3 éléments de langage qu'ils ont montés en mayonnaise. La réalité, c'est que je crois qu'ils sont assez surpris et mal à l'aise par le fait que nous ayons d'ores et déjà réussi à réunir dans ce conseil scientifique le directeur des masters droit public d'Assas, Patrick Louis, qui est un professeur en effet reconnu et apprécié à Lyon 3, l'ancien directeur de Prépa Sup, qui est l'une des meilleures prépas françaises encore aujourd'hui pour préparer au concours des grandes business schools, un philosophe de grande qualité, Jacques, qui est aussi un journaliste reconnu, un autre professeur d'université de Caen, qui est un écrivain, un compositeur, un intellectuel aussi de grande qualité pour quiconque s'est penché sur ses productions intellectuelles. Donc voilà, et avec des gens qui en réalité, pour la plupart d'entre eux, n'ont jamais eu d'engagement politique, et pour ceux qui ont pu en avoir, pas au Front National, en ce qui concerne le conseil scientifique. Donc, et par ailleurs aussi un président honoraire de l'école qui lui est issu de la société civile, puisque c'est l'ancien DG de la branche materne de Danone, qui a aussi travaillé pour Cronenbourg, qui a eu un parcours professionnel assez exemplaire. Donc en réalité, de ce point de vue-là, le pari est réussi, ils ont beaucoup de mal à l'admettre. D'ailleurs, vous intervenez ce soir à un colloque pour inciter à débrancher mai 68. C'est votre deuxième apparition médiatique, enfin votre deuxième apparition officielle depuis votre depuis votre retrait de la vie politique. Pourquoi avoir choisi cet événement? Qu'entendez-vous par débrancher mai 68? Moi, je pense qu'il y a une cohérence, si vous voulez, parce que le projet dans lequel je m'inscris aujourd'hui, qui est un projet éducatif, s'inscrit dans une logique métapolitique. Ça veut dire que c'est vrai que vous formez une nouvelle élite, souhaitez former une nouvelle élite au service de la cité, c'est un projet profondément politique. Et si cette offre aujourd'hui se justifie, c'est parce qu'elle se construit sur la défaite éducative de mai 68, dont on subit aujourd'hui tous les jours les effets, avec le fait qu'ils aient brisé l'ascenseur social, le fait qu'il n'y ait jamais eu aussi peu de fils d'ouvriers dans les grandes écoles françaises, une espèce d'entre-soi sociologique assez frappant aujourd'hui dans les grandes écoles, le fait qu'on ait abandonné tous les vecteurs de transmission de notre culture, de notre savoir-être, à travers l'abandon progressif de la culture générale dans la plupart des filières sciences politiques ou évidemment business school, le fait que l'excellence, l'exigence ait été considérée comme une forme d'outil bourgeois en fait, pour favoriser mécaniquement la bourgeoisie, donc il fallait absolument niveler tout vers le bas soi-disant pour favoriser les classes populaires. On voit que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Le fait qu'on se soit vendu à une conception très utilitariste en fait de l'éducation, puisque maintenant on veut absolument uniquement vendre des compétences immédiatement déployables sur le marché du travail, et on considère que tout ce qui relève des humanités, de la culture générale, n'est pas valorisable immédiatement, rentable finalement sur le plan du marché, et donc on les met de côté. Et donc tout ce constat finalement sur mai 68 aujourd'hui, je crois, est largement partagé par la population, et donc le projet s'inscrit à rebours en fait tout simplement de cette idéologie qui a tué la hiérarchie, la verticalité, l'autorité, qui s'est attaquée de but en blanc finalement à toutes ces figures précisément d'autorité, que ce soit le patron, le prof, le père, le ministre, le prêtre, qu'importe, se confondant d'ailleurs assez largement avec la dénonciation du fameux mâle blanc qui a fait un peu polémique ces dernières semaines. Et donc nous, notre but à nous, c'est finalement de reprendre les acquis qui ont fait leurs preuves, tout simplement, en dispensant à la fois évidemment des compétences, des expertises, mais aussi une culture générale, une formation intellectuelle solide,
qui permettra, j'en suis convaincue, de former des chefs qui soient véritablement aptes au discernement et à l'esprit critique, qui fait malheureusement terriblement défaut aujourd'hui dans le système universitaire supérieur français. Alors à propos de Vieux Mal Blanc, de Bourgeois et de mai 68, Romain Goupil sur un plateau de télé, vous appelez Marion Maréchal, nous voilà. Laurent Geoffrin titré en une de Libération, Marion Maréchal, le revoilà. Comment vous avez pris ces attaques-là? Est-ce que le fait d'avoir enlevé le nom Le Pen et gardé le nom Maréchal, ça n'a pas finalement donné une autre porte ouverte au surnom et on va dire au raccourci historique? Alors, je vous rassure, on me fait cette blague, je pense, depuis à peu près la maternelle. Donc j'ai fini par m'y habituer. Je dis que j'ai fini aussi d'arrêter d'en rire parce que bon, à un moment donné, c'est pas très original. Et l'antifascisme de bac à sable me fait assez peu d'effet. Donc oui, bon, c'est la démonstration, si vous voulez, qu'ils n'ont pas grand-chose à dire sur le fond. Une fois de plus, on utilise alors soit la morale, soit l'humour. C'est vrai, j'en parlais il y a assez récemment sur France Libre. Mais le fait que maintenant l'humour soit devenu non pas en réalité d'un humour réel, mais plutôt du ricanement idéologique, et qu'on utilise l'humour pour faire passer des messages très politiques, qui sont d'ailleurs très difficiles à faire condamner devant la justice, et qui mettent la personne en face dans une situation un peu délicate, puisque si on n'y rit pas, ça prouve qu'on n'est pas quelqu'un de très amusant et de très ouvert, et si on en rigole, eh bien ça prouve qu'on est complice. Donc c'est vrai que c'est devenu la nouvelle arme, si je puis dire, de la gauche, mais en ce qui concerne la une de Libé, je dois dire qu'ils ne se sont pas donné beaucoup de mal quand même. Est-ce que justement ce besoin de transmission, ce besoin de transmettre alors même que l'époque demande l'inverse, c'est quelque chose c'est une idée que vous avez eue avant même de vous lancer en politique, c'est arrivé pendant votre mandat de député, ou est-ce que c'est arrivé au moment où vous vous êtes retiré, vous vous êtes dit qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de ma vie quelque part? Non, je pense que ça s'inscrit en totale cohérence. Ça veut dire, moi, j'ai mené ce combat politique parce que je considérais qu'il y avait, à travers le combat électoral, la défense de la transmission qui s'imposait, de nos modes de vie, de notre culture, de notre histoire, bien sûr, de nos valeurs. Et à côté de ça, eh bien, je pense que la politique électorale n'est pas le seul levier par lequel on peut défendre et assurer cette transmission. Et c'est vrai que l'éducation en est une voie royale aussi. Et comme j'ai toujours été attirée, j'ai toujours défendu le combat culturel et métapolitique, je considère finalement que je reste d'une certaine manière dans cette même logique, sauf que j'utilise une voie différente et que je crois complémentaire et non pas concurrente.